Environnement, une émission qui traite des questions environnementales avec Arnaud Ondo Ngozogo et Lise Obon Angoro. Nous suivre sur les ondes 88.7 et 96.5. L'environnement, notre priorité sur Radio Gabon, la référence. Auditeurs de Radio Gabon, bonjour ou bonsoir, quelles que soient vos heures d'écoute. Vous êtes dans le cadre de votre émission Gabon Environnement, votre émission qui traite les questions environnementales. Je suis Lise Obon Angoro, à mes côtés Arnaud Ondo Ngozogo. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes. Arnaud Ondo, bonjour. Bonjour Lise, bonjour à toutes et à tous. Quelle sera la thématique du jour ? Et si vous pouvez aussi présenter notre invité. Ce lundi, nous parlons du lien entre les activités humaines et les mouvements des éléphants autour notamment du parc national de Livindo. Et pour parler de cette problématique, nous recevons dans ce studio M. Walter Mbani. Il est géographe de formation, diplômé de l'université Omar Bongo, spécialiste en conservation en écologie. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Et bienvenue. Merci. Dans ce studio. Merci, le plaisir pour moi d'être parmi vous. Lise. Monsieur Walter Mbani, comment pouvez-vous définir l'éléphant ? Déjà, ce qui est important de noter, c'est qu'on connaît qu'il y a 3 types d'éléphants, notamment l'éléphant de savane, l'éléphant d'Asie et celui de forêt, donc l'Oxodonta cyclotis qui fait l'objet de cette étude-là. Alors donc l'éléphant, c'est ce méga jardinier donc qui a la capacité de modifier le paysage naturel par le processus de dissémination des graines. Et l'éléphant aussi, c'est un grand consommateur de végétation. Donc on dit qu'environ il consomme par jour 140 kg de nourriture en saison sèche et il va jusqu'à 260 en saison de pluie. Donc on voit ici que l'éléphant, non seulement son habitat naturel, il sait comment l'utiliser, il sait comment se déplacer, il sait comment, n'est-ce pas, s'en servir en fait. Donc c'est ce que je peux dire déjà de ce pachyderme-là qui vit dans notre forêt. Et il est important de signaler aussi que le Gabon concentre 60% d'éléphants de forêt qui existent actuellement. Donc c'est carrément en fait le Gabon qui est le vivier, on va dire ça comme ça, de ce pachyderme-là. Donc il héberge la plus grande population d'éléphants en Afrique. Exactement. Et dans le monde aussi ? Dans le monde justement, parce que pour ce qui est d'éléphants de forêt, on les trouve principalement dans le bassin du Congo, dans le bassin forestier dont le Gabon fait partie. Oui, juste dans le Gabon on fait partie. D'accord, nous avons 9 provinces. Est-ce que parmi ces 9 provinces, les éléphants existent ou bien il y a des provinces bien spécifiques ? Nous en avons dans toutes les provinces, vu que le Gabon est couvert à 80% de forêt. Et la province qui fait l'objet de cette étude, ou du moins de cette émission, est majoritairement en fait forestière. Donc, ce qui veut dire que le Gouévindo renferme une bonne population d'éléphants. Mais il faut dire que on en trouve partout dans tout le territoire gabonais. Comment les mouvements des éléphants sont-ils influencés par les activités humaines ? Alors donc, comme je le disais à l'entame, c'est que l'éléphant consomme tout ce qui est végétation. Et dans son habitat naturel, il est important qu'il ait certains éléments qui lui permettraient de survivre, notamment certaines essences qui sont utiles pour son alimentation. Alors, donc, si il advenait que les activités humaines, parce qu'en même temps, les populations font des activités, mènent des activités dans le milieu forestier, que ce soit pour des besoins économiques ou encore des besoins culturels, eh bien, ces populations utilisent la forêt. Il en est de même aussi sur des besoins économiques plus importants initiés par le gouvernement, notamment par le canal de la coupe de certaines essences. Cette initiative de couper les essences aussi, justement, les essences de bois justement. Ces essences-là, justement, on va dire, modifient le vivier naturel de l'éléphant. Donc, on a d'une part l'activité économique qu'il faut répondre par la coupe de certaines essences, par l'exploitation forestière, mais en même temps, il y a aussi les populations rurales qui se servent de la forêt pour des besoins, notamment par la chasse, la pêche, et en même temps aussi l'agriculture qui reste l'activité fondamentale pour les populations rurales. Alors, donc, les activités humaines, en ce sens-là, influencent le mouvement des éléphants parce que pour l'activité exploitation agricole, il y a certaines essences qui sont utiles à la survie des éléphants qui sont totalement coupées. Et il y a aussi la modification par le fait d'ouvrir des routes en pleine forêt. Donc le milieu naturel est
quasiment modifié. Donc du coup, là, l'éléphant aussi, comme ça, là, en fait, est désorienté, on va dire ça comme ça. Sans oublier aussi l'activité agricole qui, elle, normalement, ne fait que attirer. Parce que l'activité agricole attire les éléphants par la présence de la nourriture. Du coup, les plantations attirent les éléphants. Donc c'est ainsi que l'on peut faire le lien entre le déplacement des éléphants et les activités qui sont menées dans le milieu forestier immédiat des éléphants. Alors, nous nous intéressons au parc national de Livindo. Avant d'aller plus en détail, est-ce qu'on peut avoir sa situation géographique et sa caractéristique? Le parc de Livindo, il faut dire qu'il est situé au nord-est du Gabon, donc dans la province de l'Ogooué-Vindo, et à cheval avec l'Ogooué-Lolo, parce que la grande partie du parc, donc le nord, se trouve à 11 km de Makokou. Donc, on va dire la plus grande partie, donc au sud, se trouve carrément dans l'Ogooué-Lolo, donc non loin de l'Astorville. Voilà, et tous les villages qui y sont, notamment Mouyabi et autres. Donc c'est la troisième en matière de superficie, en fait, c'est le parc le plus important, après la Lopé et Minkébé. Donc on voit que c'est non seulement après avoir, parce que c'est en 2002 que le parc de Livindo devient parc national de Livindo, c'était au préalable la réserve avec la réserve de Livindo avec la station d'Ipassa, non loin du village Loaloa. Donc ce parc est célèbre par la présence de cette station de recherche-là qui a fait les beaux jours de la recherche dans le domaine de l'écologie, de la conservation au Gabon, avec le CNRS qui a vraiment effectué des recherches importantes sur les grands singes et sur les mammifères. Et là-bas aussi, il faut dire qu'au parc de Livindo, on y trouve beaucoup de perroquets verts qui sont emblématiques pour notre pays. Donc c'est un parc qui renferme beaucoup de richesses naturelles, sans oublier avec les cascades qui sont non seulement à Loaloa, mais en même temps avec les chutes jumelles de Kongou, qui sont les plus spectaculaires d'Afrique centrale, avec plus de 40 mètres de hauteur. Donc c'est un parc qui, non seulement sur le plan touristique, contient en fait, on va dire, un potentiel, mais en même temps sur la richesse faunique et floristique aussi joue un rôle assez important. Et donc parmi la richesse faunique, il y a les éléphants. Effectivement, il y a des éléphants, il y a des chimpanzés, il y a beaucoup de potamochères que l'on en trouve quasiment partout au centre. Donc les sangliers, ce qu'on appelle les sangliers, sans oublier plusieurs insectes qui sont aussi importants parce que plusieurs études, il faut rappeler que beaucoup d'études se font là-bas. Beaucoup de chercheurs américains font des recherches dans le parc pour étudier certaines essences, les primates, les mammifères et autres. Est-ce que les activités que vous citiez plus haut sont menées à l'intérieur de ce parc à tel point que les éléphants qui se trouvent sont obligés de sortir? Il faut dire que les activités principalement économiques, pour ce qui est des activités d'exploitation, ne se font plus. Depuis 2002, lorsque le parc est devenu parc, justement, les activités d'exploitation forestière ne se font plus parce qu'il y avait juste on va dire à l'ouest du parc Rougier qui exerçait. Et on a à l'est, il y a au Xinjiang certaines compagnies forestières qui exercent, mais des chinoises, des compagnies chinoises, mais l'exercice ne se fait pas dans le parc. Par contre, pour ce qui est des activités humaines, notamment celles des populations rurales, il y a quelques-unes qui se font, notamment la pêche, oui, qui se fait carrément dans le parc, et ça c'est admis, c'est-à-dire c'est autorisé pour les populations de Loaloa qui vivent essentiellement de pêche. Et c'est une pêche artisanale. Artisanale justement, donc c'est pas de capture de grande quantité. Voilà justement. Et il y a aussi, on va dire, la chasse qui se fait. Parce que pour ce qui est du nord, les populations du nord du parc, notamment les villages Tibelong, Simitang et autres, souvent descendent plus au sud, donc vers le parc pour la chasse. Il y a aussi des pièges parce que nous avons sillonné, nous avons marché dans le parc. On a Ils ne braconnent pas. Le braconnage, on en trouve. Non, mais la chasse autorisée, c'est... Oui, mais normalement dans le parc, la chasse n'est pas autorisée. Donc c'est dans l'exercice de la chasse, en s'éloignant du village, que les populations se retrouvent à être de façon hasardeuse dans le parc. Normalement, ce n'est pas autorisé à ces populations de se retrouver dans le parc. Vu qu'au nord, c'est hors parc, donc ils peuvent mieux faire l'activité, que ce soit la chasse ou la pêche, au nord, donc hors du parc. Donc il y a quand même des activités de braconnage qui... Est-ce qu'il y a des éléments qui existent et qui montrent que vous avez franchi la limite? Vous vous retrouvez actuellement dans le parc lorsque vous entrez dans la brousse? Ben là, c'est très bien limité. C'est là la grande difficulté parce que pour les populations, on ne peut pas savoir que ici nous sommes hors parc ou dans le parc.
C'est vrai qu'il y a des léons de certaines études qui ont été menées dans le parc de Léon qui démontrent que certainement nous sommes dans le parc. Mais il n'y a pas de limite visuelle. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière, aucune barrière. Donc ce sont des parcs naturels. Donc du coup, il est difficile d'identifier qu'on est ici dans le parc et ici on est hors du parc. Les activités humaines sont à l'origine des mouvements des éléphants. Ces activités humaines, vous les avez énumérées. Quel est l'impact écologique, économique et social de ces mouvements des éléphants? Si on va sur l'impact écologique, si on se base d'abord sur l'écologie, comme on le disait, c'est l'écosystème d'éléphants. Et l'éléphant a besoin de cet écosystème pour survivre. Alors, lorsque l'éléphant se déplace, c'est au cours de son déplacement qu'il pourrait rencontrer une plantation. C'est à ce moment-là, donc, la plantation va se retrouver être dévastée. Alors, en même temps, les populations aussi doivent réagir pour repousser les éléphants. Et il y en a qui arrivent à utiliser des moyens... On va en parler des moyens qui permettent d'éloigner les éléphants. D'accord. Mais on en reste d'abord sur les impacts. Sur l'impact. Ouais. Donc, l'impact, déjà, l'impact économique, c'est celui de la dévastation. Donc, les populations ne peuvent plus manger. L'autosuffisance alimentaire est loin d'être atteinte parce que les populations ne peuvent pas cultiver, ne peuvent pas manger ce qu'elles cultivent. Et du coup, se retrouvent être affaiblies parce qu'elles n'ont pas les moyens de complètement en fait, éloigner les éléphants. Donc, l'économie des villages est complètement touchée, ce qui fait que les populations sont contraintes de se déplacer à plus de 20 km pour se ravitailler en denrées alimentaires à Makoko, donc à Makoko Centre. Les populations n'arrivent plus à manger ce qu'ils mangeaient autrefois de bio pour se retrouver à manger du riz. Donc, en plein village, on mange du riz, on mange du poulet, on mange des boîtes de conserve parce que on ne peut plus planter, on ne peut plus aller un peu plus loin que chez soi à cause de la présence des éléphants. Donc, l'économie des villages est fortement impactée par le mouvement des éléphants autour du village. Et justement, quelles sont les cultures que les éléphants affectionnent dans ce qui est planté par les populations? C'est une très bonne question. En faisant cette étude, on s'est rendu compte que la culture numéro 1 qui est prisée par les éléphants, c'est la banane. Parce qu'on se rend compte que qu'elle soit plantain ou douce, peu importe en fait. Il faut dire que l'éléphant ne mange pas le régime lui-même, il mange le bananier, donc le chou. L'éléphant fend complètement le bananier et consomme le chou qui est à l'intérieur. Ce qui fait que dans une plantation de bananes, on se retrouve à avoir tous les bananiers décimés parce qu'il a besoin de chou à l'intérieur. Et vous avez rappelé la quantité de nourriture dont l'éléphant a besoin dans l'organisme. Justement, si on est à 260 kg de nourriture par jour, donc imaginez-vous que si ils arrivent à croiser une plantation de 1 hectare, c'est petit pour un troupeau. Donc, ce qui fait que en dehors de dévaster une plantation peut-être d'1 hectare, il faut chercher encore plus. C'est ce qui amène à ce que... Satisfaire l'estomac. Justement, parce qu'il faut satisfaire son estomac qui est assez grand, volumineux. Donc, et s'ils sont nombreux, imaginez un peu combien la plantation sera facilement dévastée. Et en dehors de ça, on a aussi le manioc qui, en seconde position, est la plus prisée par les éléphants. Là, c'est quoi, les tubercules de manioc ou les feuilles, les branches? Ils mangent les feuilles, ils mangent aussi le tubercule, ils arrivent à manger. Parce qu'à une certaine époque, ils ne mangeaient pas le tubercule, uniquement les feuilles. Mais au fur et à mesure, je ne sais pas si on peut parler de disette chez les éléphants, mais ils arrivent déjà à manger les tubercules de manioc. Ils déterrent quand même tout. Oui, ils déterrent complètement, ils déterrent et puis ils mangent. On a remarqué aussi qu'ils mangent bien la canne à sucre à cause de l'effet de sucre. Sans oublier aussi l'ananas qui est beaucoup aimé par les éléphants. Lorsqu'ils arrivent dans une plantation d'ananas, il faut que cette dernière soit complètement dévastée. Et on a découvert aussi qu'ils mangent les feuilles d'arachide. Lorsqu'ils viennent dans une plantation, ils raclent les feuilles. Donc, en fait, ils déracinent et ils mangent uniquement les feuilles et ils laissent les arachides. Décidément, c'est tout ce dont les populations ont Effectivement, besoin. Malheureusement, c'est carrément tout ce qui est utile. Justement, c'est malheureux, mais c'est ça la réalité. Et les conséquences au plan social? Sur le plan social, on a justement les populations qui quittent les villages, parce qu'il y a des villages, pour le cas de Logoé-Vindo, on a pu répertorier 3 villages qui sont complètement abandonnés. Donc sur la monte de Vindo, ils sont complètement abandonnés, donc ils ont laissé les villages pour se retrouver en ville. Donc en même temps sur l'axe Makoko-Menkambo, on a
deux villages. Un village Mabel qui est complètement abandonné. On a même vu des infrastructures, notamment un établissement en dur, bien en forme. On va dire c'est carrément quasi flambant neuf, mais inexploité dans les hautes herbes parce que les populations ne peuvent pas vivre dans ce village du fait qu'ils ne peuvent pas mourir de faim en restant dans ce village. Donc, il y a plusieurs infrastructures comme ça qui sont abandonnées, des villages abandonnés. Voici l'impact social. On continue à aller dans cet élan-là. On risquerait d'avoir des villages vides et des villes pleines de monde qui souffrent de faim parce qu'on ne peut plus cultiver, en fait, dans les villages. Voici vraiment l'impact que je peux relever social de très grave, que l'on doit sonner de plus en plus. On sait que le Gabon a quand même l'envie d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et en même temps résoudre le problème du conflit homme-faune. Est-ce que c'est possible en même temps avoir des éléphants qui dévastent les champs et aller vers l'autosuffisance alimentaire? On peut concilier les deux? Oui, il faut beaucoup d'efforts. Il faut que le gouvernement mette en place beaucoup d'efforts pour en arriver à ce niveau-là. Atteindre cette autosuffisance alimentaire sous-entend qu'il faut empêcher que les éléphants dévastent les populations parce que les ressources alimentaires les plus fiables où on pourrait avoir des ressources abondantes devraient venir des villages. Et pour que cela vienne des villages, il faut mettre en place un écosystème sécurisé pour que les populations cultivent de façon conséquente et les écoulent sur le marché des villes. Pour en arriver là, il faut sécuriser les plantations parce que si ces plantations ne sont pas sécurisées, on ne pourra pas produire, il n'y aura pas de production et on ne pourra pas atteindre cette autosuffisance alimentaire. On est donc de plein pied dans les solutions qu'on peut envisager pour combattre le phénomène du conflit homme-faune. Quelles sont donc les solutions qui s'offrent aux populations aujourd'hui pour sécuriser leurs plantations? Dans cette étude aussi, on a voulu avoir le point de vue des populations. C'est-à-dire que ne pas seulement se limiter à ce que le gouvernement entreprend ou décide de faire. Oui. On a questionné les populations. Quelles sont les solutions? Les populations, parce qu'elles en ont ras-le-bol, on va dire ça comme ça, vraiment proposent les bâtures administratives comme solution fondamentale. Une autre quantité de population dit qu'il faut en fait que les solutions gouvernementales soient trouvées. Donc, elle crie au gouvernement, que le gouvernement trouve des solutions. Les battues consistent à quoi? Les battues administratives. C'est-à-dire que le ministère des Eaux et Forêts délivre un droit, donc une autorisation de battue, après avoir identifié l'animal à problème, parce qu'il faut dire que dans chaque village, il y a au moins un éléphant à problème qui se trouve dans plusieurs plantations, ou du moins qui visite tout le temps. Donc il faut identifier l'animal et ensuite envoyer un chasseur expérimenté qui va aller pour abattre l'éléphant à problème. Et cette battue, il faut une autorisation délivrée par le ministère des Eaux et Forêts. Sans cela, il est impossible. Toute personne qui se mettra à faire sa propre justice sera nécessairement arrêtée parce que l'éléphant est intégralement protégé par notre code forestier. Au niveau des populations, ça c'est les solutions proposées. Et au niveau de la tutelle administrative, le ministère, quelles sont les solutions qui sont prévues? Les solutions prévues, c'est celle d'indemniser les populations. Ça, c'est une solution qui reste toujours à mettre en application parce que jusqu'à présent, on a la dernière indemnisation qui s'est faite, c'est celle de 2016. Donc, jusqu'à présent, c'est facile d'indemniser une population victime des ravages des pachydermes? Bon, ça devrait être facile si le gouvernement pouvait mettre une ligne budgétaire pour s'occuper de ceux-là qui sont victimes de cette dévastation-là. Cela pourrait être possible dans la mesure où... On estimerait à peu près combien cette ligne budgétaire? Déjà, il faut d'abord évaluer les dégâts avant d'envisager les indemnisations, les compensations. Déjà, il faut dire qu'en faisant l'enquête sur le terrain, on s'est rendu compte, d'abord pour ce qui est de l'année 2018, environ 437 plaintes ont été déposées à la direction provinciale des eaux et forêts de Makoko. Et lorsqu'on évalue ces plaintes-là, ou du moins l'évaluation monétaire de cette dévastation, on est autour de 40 800 à 114 900 de pertes par village. Oui. Par village. Donc il y a un village où on évalue à 114 millions les pertes. Donc ça veut dire que le gouvernement doit immobiliser, on va dire, des milliards, parce que les dévastations sont quotidiennes. Oui, et il faut l'étendre à l'échelle nationale. Ça coûterait vraiment énormément, ça coûterait beaucoup d'argent. Oui, donc du coup, c'est l'une des solutions, mais en même temps que l'État mette en place, donc c'est l'une des mesures aussi, c'est de mettre en place une sorte de brigade qui sera là pour veiller
assister normalement les populations lorsqu'elles sont victimes. Donc, des agents, par exemple, des eaux et forêts qui seraient là pour... Il y a aussi quand même des solutions préventives pour empêcher les éléphants. Oui. L'autre solution que nous avons constaté quand même d'efficace, c'est celle des barrières électriques. Nous en avons vu une barrière dans le village Simintang et qui est efficace, on peut le dire comme ça, parce que les éléphants n'arrivent pas à intégrer ou encore à pénétrer la zone protégée. Donc c'est vraiment une solution durable, je le dis, parce que ça demande seulement un entretien assez important, parce que la maintenance est forte. Est-ce que ces barrières-là sont à la portée de toutes les bourses? Non, malheureusement, elles ne sont pas à la portée de toutes les bourses, parce qu'on est autour de 50 millions pour une barrière, donc ce n'est pas donné à tous. Et donc, c'est aux frais et à la charge de la population elle-même? Non. Pour le moment, ces barrières sont à la charge du gouvernement. Donc, c'est via l'ANPN avec des bailleurs de fonds internationaux qui financent la mise en place de ces barrières électriques. Donc, ça veut dire que les populations, elles, ce qu'elles ont juste à faire, c'est de faire le suivi, donc l'entretien, donner la charge à un villageois qui se chargera de immobiliser des hommes pour l'entretien, donc débourser autour de la barrière, parce que cette dernière ne doit pas être en contact de tout autre corps, notamment de l'herbe et autres. Donc, à chaque fois qu'une herbe touche le système d'électrification, la tension s'arrête et l'éléphant peut facilement pénétrer. Donc, du coup, ça demande un entretien conséquent quotidien. Il y a eu des expériences qui ont montré qu'effectivement, elles sont une solution pour venir à bout du conflit homme-faune. Oui, la solution avec la première, celle de Casamabika, les résultats sont probants parce qu'on peut voir comment les bananiers arrivent à bien germer, bien pousser, en même temps aussi le manioc qui est en bonne forme dans cette barrière de Casamabika, pour ce qui est des résultats qu'on peut déjà voir. Donc les résultats sont assez conséquents. Le seul souci, c'est juste l'entretien des barrières qui, souvent, certaines populations négligent. Du coup, l'herbe pousse rapidement et peut facilement stopper le circuit électrique des barrières. Nous avons aussi entendu parler de la technique du piment. Comment ça se passe? Oui, c'est une technique qui a fait ses preuves, notamment en Afrique australe, parce que là-bas aussi le problème est très récurrent. Il faut dire que la plupart des solutions que nous appliquons ici là viennent du Kenya, donc de l'Afrique de l'Est. Et la technique du piment a fait ses preuves au début parce que l'éléphant n'aime pas le piment. Il faut dire que c'est un animal très intelligent. Ouais. Du coup, en fait, lorsqu'une méthode est mise en application, l'éléphant réfléchit comment contourner en fait cette technique-là. Ce qui fait que la méthode du piment est inefficace. On peut planter le piment autour, mais l'éléphant sait comment contourner le piment. L'ANPN a utilisé comme autométhode justement le piment, le cartouche à piment sur les éléphants. Ça aussi, ça n'a pas tenu longtemps. Ou encore les cartouches à zinc qui n'ont pas aussi tenu longtemps. Donc la plupart des méthodes mises en place ont été un échec. Donc jusqu'à présent, et lorsqu'on a été sur le terrain, on s'est rendu compte que les populations elles-mêmes utilisent des moyens artisanaux, notamment faire du bruit. C'est l'un des moyens les plus efficaces parce qu'au moins lorsque l'éléphant entend le bruit, il frappe sur des fûts, sur des récipients et l'éléphant s'enfuit. Et l'autre moyen aussi qui a été efficace, c'est le gardiennage. Mais sauf que cela demande beaucoup d'efforts, il faut veiller complètement. Donc il faut jour et nuit et c'est carrément... Il faut se relayer. Il faut se relayer, c'est ce qui est vraiment un problème majeur. Oui. Maintenant, nous avons proposé comme solution que, parce que le gardiennage, ça demande beaucoup d'efforts, mais si l'État peut réserver des éco-gardes pour faire de même qu'ils font les patrouilles en forêt, s'il peut faire aussi des patrouilles autour des plantations des populations pour pouvoir veiller à ce que les éléphants ne viennent pas, c'est aussi une solution que nous proposons, qu'il faudra réfléchir et voir dans quelle mesure aussi la mettre en application. Est-ce que là aussi, il n'y a pas à craindre pour leur vie? Est-ce que l'éléphant n'est pas dangereux lorsqu'il a faim et qu'il doit manger, il a la nourriture en face de lui? Si vous venez, vous le chassez, vous n'avez rien à craindre? Si les raids d'éléphants sont courants, c'est lorsque l'éléphant se sent menacé qu'il charge. Si on fait de façon préventive, donc la présence d'hommes, parce que lorsque l'éléphant, avec son odorat très fort, hume la présence humaine dans un endroit, il est difficile qu'il s'approche. Donc s'il y a une présence permanente d'hommes autour, l'éléphant ne va pas s'approcher. Donc du coup, on ne pourra pas assister à une charge en fait d'éléphant. Quelle est l'attitude qu'il faut avoir peut-être lorsqu'on est face à un éléphant pour ne pas être victime de son agression? Pour ne pas être agressé par un éléphant, déjà, c'est lorsque une femelle est souvent avec un petit, il faut déjà éviter de s'approcher de
de cet éléphant-là. Et en même temps aussi, lorsqu'on se retrouve dans une période nocturne, ne pas utiliser tout ce qui est lumière, parce que l'éléphant s'irrite lorsqu'elle voit la lumière. C'est déjà un élément à éviter. Maintenant, si on arrive à être chargé, eh bien, il faut chercher tout simplement un contrefort. Il faut fuir et éviter de fuir en ligne droite. Donc, il faut essayer au maximum de faire des zigzags parce que avec son poids, il ne peut pas facilement aller en zigzag. Si on arrive à trouver un arbre avec contrefort important, ben, il faut juste aller se cacher derrière cet arbre-là pour pouvoir éviter des charges d'éléphant. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui pourquoi l'éléphant est une espèce intégralement protégée? Oui, effectivement, si l'éléphant est intégralement protégé, c'est justement parce que l'éléphant joue un rôle écologique assez important. L'éléphant a la capacité de disséminer les graines des essences, autrement dit de régénérer la forêt. On sait qu'aujourd'hui, le Sahara, qui est une zone désertique, était forestière à l'époque. Et cela est dû à certainement la disparition des animaux importants, des essences importantes, de l'activité humaine, tel que l'éléphant par exemple. Donc, du coup, pour ne pas se retrouver comme au Sahara avec le désert au Gabon, il est important déjà de préserver ces animaux-là qui jouent un rôle fondamental sur la survie de la forêt, sur la régénération de la forêt. C'est pour cela, en fait, les pouvoirs publics, en même temps les bailleurs de fonds internationaux, les ONG, protègent cet éléphant. Et c'est ce qu'il faudrait faire comprendre. Il faut aussi de la sensibilisation auprès des populations pour faire comprendre l'importance de conserver l'éléphant, l'importance de garder l'éléphant. Et c'est pour cela, dans notre travail, nous avons suggéré de développer des activités alternatives dans les villages qui donnerait de l'importance aux éléphants. Non seulement en fait des activités qui vont donner de la valeur monétaire aux populations, mais en même temps qui vont vulgariser l'éléphant. Par la mise en place par exemple de l'activité d'écotourisme communautaire dans lequel on pourrait vendre l'éléphant. Cela se fait au Kenya, en Ouganda, où les touristes pourraient venir voir les éléphants et les populations pourront bénéficier directement de cette activité touristique-là. Et ça demande justement une organisation au niveau de la tutelle pour pouvoir mettre en place, que ce soit le ministère du Tourisme en collaboration avec le ministère des Eaux et Forêts et l'Agence des Parcs nationaux, pour voir comment cela pourrait être possible afin que les populations puissent bénéficier de la présence des éléphants autour de leur village, sur le cadre touristique en fait. Donc il est possible un jour que les populations et les éléphants cohabitent ensemble? Il est possible. Tout cela est envisageable. Il suffit seulement de mettre en place tout un mécanisme de protection. C'est parce que c'est la faim qui est le gros problème. Si les populations ont de quoi manger, si les populations sont satisfaites dans ce sens-là, les populations vont accepter la présence d'éléphants autour de leur village. Oui, parce qu'ils savent que plus il y a des éléphants autour de mon village, plus j'ai de l'argent qui rentre, parce que les Blancs viendront, comme on le dit, donc les touristes viendront regarder en fait les éléphants. Fidèles auditeurs de Radio Gabon, ainsi s'achève votre émission Gabon Environnement. Mais avant de nous séparer, votre mot de fin, Monsieur Walter Mbami. Comme mot de fin, on est dans un pays où la forêt joue un rôle important et il y a des essences importantes telles que l'éléphant qu'il faut protéger, et en même temps aussi le compromis, c'est que les populations sont victimes de ces éléphants qui sont déjà protégés par le code forestier, et il faut que les pouvoirs publics mettent en place des mécanismes pour aider ces populations-là qui crient à la faim dû aux dévastations des plantations par ces pachydermes-là. Donc c'est juste appeler les pouvoirs publics à se lever et à mettre une synergie autour de ce problème qui devient de plus en plus récurrent. C'est donc la fin de ce numéro de l'émission Gabon Environnement. Nous recevions dans ce studio M. Walter Mbami. Il est géographe de formation, diplômé de l'université Omar Bongo, spécialiste en conservation en écologie. L'émission Gabon Environnement est diffusée tous les lundis à partir de 10h05. Rediffusion le même jour à 20h. Il y a une deuxième rediffusion dans la semaine, le mercredi, à partir de 15h05. Nous sommes aussi disponibles sur la page YouTube de l'émission et sur les réseaux sociaux. L'émission était donc réalisée par Bibiche Adamba. La présentation, il y avait bien sûr Lise Obon Angoro et Arnaud Ondo Ngozogo. Le plaisir était donc le nôtre. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir et à très bientôt pour un autre numéro de l'émission Gabon Environnement.